Je me tourne maintenant vers Jean-Philippe Dugoin-Clément, maire de Mennecy, vice-président du Conseil régional d'Île-de-France, et qui va nous parler du rapport de la région avec la riverainité. Jean-Philippe, à vous. Bien, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je vous remercierai par avance de bien vouloir excuser mon léger retard, puisque je suis arrivé pendant l'allocution de notre président James, et donc j'ai pris les affaires en marche. C'est absolument cataclysmique pour arriver à sortir de Paris et rejoindre Saint-Ouen. 20 ans. 20 ans, c'est un bel âge. Enfin, on rêverait tous de les avoir encore. C'est l'âge de la maturité, c'est l'âge où tout est possible, où la vie est ouverte, c'est l'âge où on peut encore tout construire, tout bâtir, tout réaliser, tout repenser. 20 ans pour une association, ça commence à être un âge respectable, honorable. Parce que pour le coup, ça veut dire avoir réussi à s'inscrire dans la durée, à s'inscrire dans ce qui commence à être un temps long, puisque c'est plus de 3 mandatures municipales que cette association qui a été créée il y a 20 ans pour regrouper d'abord les communes et puis les associations, celles et ceux qui vivent autour du fleuve, qui grandissent autour du fleuve, qui sont concernés par le fleuve, puissent se réunir et travailler ensemble pour essayer de faire mieux ensemble, de faire plus, de sensibiliser, de concerter, de proposer. J'ai énormément de plaisir d'être ici. C'est en train de devenir une habitude à ce colloque annuel. Beaucoup de plaisir déjà parce qu'il n'est pas intégralement en distanciel, il est en mixte, comme on dit aujourd'hui, dans la novlangue. Et donc il permet quand même de revoir, même si c'est avec des masques, un certain nombre de visages directement. Et c'est aussi la vie qui redémarre, c'est la vie qui reprend et ça fait du bien. Ça donne envie de croire que les 20 prochaines années seront au moins aussi bonnes que l'ont été les 20 précédentes. J'osais pas le croire avant de les passer, mais 40 ans, c'est un bel âge aussi. Et j'ai tendance à me dire que le demi-siècle, au fur et à mesure que j'y approche, doit être aussi un âge tout à fait satisfaisant. Plaisanterie mise à part, la scène en partage est devenue petit à petit, au fil des ans, au fil de l'implication de ses présidents, de ses bureaux successifs, au fil du travail inlassable de celle qui, au fond, a été le fil d'Ariane du début à la fin de cette structure Pascal Dugas, eh bien, la scène en partage est devenue un outil de référence sur ces questions. Ce n'est pas un hasard d'ailleurs si la région a souhaité, dans le cadre du CPIER, que nous avons en commun avec l'État, avec la région Normandie, je crois que c'est monsieur le préfet Sanjean qui conclut ou qui participe à la conclusion de cette journée. Ce n'est pas un hasard si dans le cadre de ce CPIER, nous avons souhaité pouvoir accompagner, soutenir l'association de manière pluriannuelle pour donner également des garanties de continuité, des garanties de travail. L'association, traditionnellement, était connue pour beaucoup de gens au travers de ces opérations Berge-Seine, 2 fois par an. Un moment de sensibilisation, de mobilisation citoyenne, un moment important. Elle a fait feu de tout bois, si j'ose cette expression, ces derniers mois, avec plusieurs opérations. Alors c'est là où j'ai pris des notes parce que j'avais peur d'en oublier. Il y avait Ne mégotez pas, celle-là, elle se retient assez bien. Mais stop aux incivilités, bas les masques, et ça va être la 4e campagne, Ici commence la mer. Au fond, c'est tout un travail de sensibilisation sur les uns et les autres, sur le fait que les actes que nous avons, le mode de vie que nous avons ici en Île-de-France, que ce soit en Seine-et-Marne ou à Paris, eh bien, ont un effet direct sur l'environnement. Quand on parle de la pollution des eaux, quand on parle du continent plastique, vaste sujet, eh bien, c'est aussi quelque chose qui démarre par nous-mêmes, par nos comportements, par les outils que nous sommes capables de créer et de développer.
L'association, ça a été un travail remarquable d'accompagnement dans le cadre de la mise en place de la GEMAPI. Beaucoup de communes souffrent de déficits d'ingénierie, notamment les plus petites. Ça fait partie des maux endémiques de nos collectivités. Et je crois que là-dessus, il y a eu beaucoup de choses importantes qui ont été faites. La région, dans ce cadre-là, dans le cadre de la politique qui est la sienne en faveur de l'eau, en faveur des cours d'eau, en faveur du fleuve, mais des fleuves qui nous traversent d'une manière générale, de ce que tu appelais la riverainité, eh bien, déploie toute une série d'actions qui, pour nous, font sens. Toute une série d'actions, certaines sont développées dans le cadre de ce CPIER, de la vallée de la Seine, avec la région Normandie, mais au-delà de ça, c'est aussi ce que nous faisons pour notre propre région. C'est l'accompagnement des communes, des agglomérations, des syndicats, dans le cadre de politiques de renaturation, de reconquête de berges, qui sont nombreuses. On pourrait parler de ce qui est lancé, ce qui a été financé sur Torigny, sur Lagny-sur-Marne, pour aller retravailler concrètement, réamener des capacités d'absorption, réamener des possibilités de végétalisation, réamener des lieux de vie, tout simplement. Réamener de la vie sur le fleuve, ça peut sembler absolument fou quand on le dit aujourd'hui, parce qu'au fond, le fleuve, c'était la vie. Ce qui a fait que les hommes décident de vivre à côté de la Seine, de l'Yonne, de la Marne, de l'Yvette ou de la Juine, c'est tout simplement le fait qu'il y avait l'eau. Et c'était une condition sine qua non à la vie, avec un rapport d'ailleurs à la nature, aux éléments, qui pouvait être différent de ceux qu'on peut avoir aujourd'hui dans un monde hyper-matérialiste. Et c'est des choses qui, petit à petit, se sont perdues. L'eau, le cours d'eau, le fleuve, devenant un moyen, non plus une finalité ou quelque chose avec lequel nous vivions, mais un moyen, une sorte de ressource qu'on pouvait consommer, dont on pouvait abuser autant qu'on le souhaitait. Ça a été quand même des sujets en Île-de-France tels que la disparition de cours d'eau. Quand on parle de la Bièvre aujourd'hui qui a intégralement quasiment disparu, était un cours d'eau qui a disparu parce que pollué, parce que recouvert, et aujourd'hui on travaille, on finance d'ailleurs dans le cadre de notre politique de la riverainté, la renaturation de ce cours d'eau sur certains tronçons, là où c'est encore faisable ou rattrapable avec les collectivités. Il y a eu cette logique parfois assez folle du développement humain de se faire sans tenir compte de la planète, sans tenir compte de son environnement. Et au fond, aujourd'hui, depuis quelques années maintenant, pas 20 ans, mais peut-être 5, 10 ans, et de ce point de vue-là, la Seine en partage a été précurseur, il y a cette volonté de revenir vers la nature. Les politiques qui se développent pour les baignades, pour reconstituer des trames, les cours d'eau faisant d'ailleurs partie dans le SDRIF de 2013, des trames écologiques, des trames que nous souhaitons protéger. Nous irons, je pense, en lien avec tous les acteurs du fleuve de manière extrêmement volontariste sur ce sujet dans le cadre de la révision du SDRIF pour faire un SDRIF environnemental que nous avons lancé la semaine dernière. Mais au fond, aujourd'hui, on revient sur quoi? On revient sur l'élément fondamental. Comment est-ce que l'on peut vivre si on ne préserve pas son environnement? Comment est-ce qu'une région, qui est une région monde, la région Île-de-France, c'est une métropole de taille mondiale, c'est la seule métropole mondiale française. Une métropole de taille mondiale, c'est plus de 10 millions d'habitants. La région Île-de-France, c'est 12 300 000 habitants. Il existe de grandes métropoles en France, mais les autres sont des métropoles européennes. Qu'on parle de la métropole lilloise, de la métropole lyonnaise. Et qu'est-ce qui fait qu'une métropole peut garder une attractivité au fond? Dans le concert des concurrences qui existent. Qu'est-ce qui fait qu'une métropole est attractive pour qu'une grande entreprise vienne y installer son siège, vienne y créer de l'emploi, vienne y installer ses cadres, que ces cadres eux-mêmes aient envie de venir pour y faire grandir leurs enfants? Eh bien, le premier facteur, c'est la qualité de vie qu'on peut offrir. Et la qualité de vie, l'eau en fait partie, la Seine en fait partie. Et je pense que dans les mois et les années qui viennent, vous allez avoir sur l'association un sujet majeur dont on a aujourd'hui beaucoup trop peu conscience lorsque l'on est au nord de la Loire. C'est le fait que le dérèglement climatique impacte deux choses qui sont tangibles, palpables immédiatement par nos concitoyens. Le premier, c'est les périodes de canicule, de plus en plus fréquentes. Et les périodes de canicule, ça veut dire que la question de zones humides, de berges accessibles, qu'il s'agisse de la Seine ou de ses affluents,
au même titre que sur le travail de composition urbaine, c'est des endroits de préservation, c'est des endroits de vie, c'est des endroits où on peut chercher à développer de l'activité, à sortir pendant ces périodes qui sont de plus en plus fréquentes, de plus en plus longues et qui vont se multiplier. Et puis la deuxième conséquence de ce changement climatique qui doit nous interpeller du point de vue de la riverainté, eh bien, c'est tout simplement la gestion de l'eau. On est sous des latitudes où la gestion de l'eau, la problématique de la ressource eau, pour se parler très clairement, elle était quasiment inexistante. Les problématiques de quelques jours dans l'année, l'été, ou sur des sécheresses particulières, on demandait aux uns ou aux autres de faire attention, c'était très marginal et très épiphénoménal. La réalité, c'est que l'eau, aujourd'hui, on est entre le trop-plein et le trop-peu. On est entre le trop-plein lorsqu'il y a des périodes de crue des fleuves, d'où l'importance de retravailler un certain nombre de bords de fleuves qu'on peut être oubliés, hyper imperméabilisés, vampirisés, mal aménagés, d'avoir ce travail de repenser des bâtis lorsqu'ils peuvent l'être, dans un certain nombre de cas, ils ne peuvent pas l'être. Et le sujet, ça va être de les rendre résilients, de permettre de continuer à vivre malgré. Et quand on parle d'inondation, c'est aussi l'eau, les précipitations. Tous les maires ici le savent, les pluies décennales, vingtenales, les décennales, on en a 4, 5, 6 par an, les vingtenales, 1 ou 2. Il n'y a plus un réseau qui tient, les inondations, on les prend à répétition. Et cette réalité de la gestion du trop d'eau, ça va nous imposer de réaménager différemment, de repenser notre urbanisation et nos modes de vie. Et puis le trop peu. Le trop peu, c'est que ces périodes de canicule et de sécheresse, elles vont être de plus en plus fréquentes, que nous sommes sur une région qui, contrairement à l'image d'Épinal qu'on en a, n'est pas une région particulièrement urbanisée. On imagine souvent Paris parce que c'est les joyaux de la couronne, c'est la ville-monde, la zone dense, extrêmement peuplée, extrêmement densifiée. Mais l'Île-de-France, c'est plus de 75% de terre naturelle. La moyenne française, c'est un peu moins de 80%. C'est-à-dire qu'on est à peine plus artificialisé qu'ailleurs. Et sur ces 75% de terres non consommées, il y a 50% de terres agricoles. On ne pourra pas les conserver, continuer à exploiter sans avoir une gestion de l'eau beaucoup plus raisonnée. Voilà, cher James, mesdames et messieurs, chers amis, je pense, beaucoup de sujets de développement et de travail pour la riverainté et l'association pour les 20 prochaines années. Merci à vous.